À la sortie de son film Le Grand Alibi, on a demandé à Alfred Hitchcock alors, vous avez tourné avec Marlène Dietrich, comment c'était? Est-ce que c'était une bonne actrice? Et il a répondu c'est une bonne chef opératrice. En effet, Marlène Dietrich, soyons honnêtes, c'était pas une actrice extraordinaire. Puis plus tard, quand elle s'est reconvertie dans le musical, c'était pas non plus une chanteuse extraordinaire. Pourtant, c'était une immense star. Son talent maîtrisait son image, par le professionnalisme et la rigueur allemande qui l'a caractérisée, et se rendre hypnotique à chacune de ses apparitions. Nous allons voir comment elle s'y prenait, techniquement, pour achever cela par le maquillage, la couture et la lumière. Dès le début du cinéma hollywoodien apparaît une fascination pour les visages de stars. Et plus on les voit en grand, plus ils sont lumineux, plus on les aime. Dans le noir inquiétant de la salle de cinéma, nous sommes des insectes attirés par la lumière. Ils ont n'importe quel film, l'allumage d'une lampe, quelqu'un qui arrive avec une lanterne ou un visage qui se dévoile dans la lumière nous procure une sensation rassurante. Mais bien avant le gros plan de cinéma, il y avait les bustes antiques, les portraits de rois, les icônes dans les églises, le visage du Christ sur le Saint-Suaire de Turin, et en peinture, le genre le plus plébiscité est le portrait. Et l'œuvre la plus connue du monde, un visage qui nous regarde. Et bien aujourd'hui, on a les stars de cinéma. Et le visage du cinéma américain des années 30, 40 et même 50, c'est sans conteste celui de Marlène Dietrich. Un nom qui commence comme une caresse et se termine comme un coup de cravache, disait Jean Cocteau. Quand Marlène apparaît pour la première fois à l'écran en Allemagne, elle est plutôt ronde, brune. C'est arrivé à Hollywood qu'elle décide de se modeler le visage et la silhouette qu'on lui connaît aujourd'hui et qu'elle réussira à maintenir presque tout au long de sa vie, paraissant toujours 20 ans de moins que son âge, une image parfaitement figée. Elle a commencé par un régime drastique à base de jus de citron et de vinaigre. Puis elle s'est fait arracher les molaires pour avoir les joues plus creusées, s'arrangeant toujours dans ses scènes pour pouvoir fumer, ce qui en plus de la rendre mystérieuse a le mérite d'affiner encore plus ses joues. La fumée toujours soufflée vers l'objectif de la caméra pour diffuser un peu son image. Elle s'humectait systématiquement les lèvres juste avant l'action pour pouvoir les rendre brillantes, et à une époque où la chirurgie esthétique n'est pas encore vraiment usitée, c'est plus des actrices de la génération de Marilyn qui auront recours, elle tirait parti du noir et blanc de la pellicule pour jouer sur les ombres et les lumières et changer un peu son visage, un peu le contouring avant l'heure. Elle se traçait une ligne blanche sur l'arête du nez pour l'affiner et s'agrandissait le regard avec des lignes blanches puis noires. Elle se dessinait aussi sur le haut des pommettes des ombres de cils au crayon marron. Pour le haut du visage, elle tournicotait ses petits cheveux, qu'elle tirait pour se lifter, parfois jusqu'au sang, tant et si bien qu'à la fin de sa vie, elle avait presque plus de cheveux sur l'avant du crâne. Elle a un peu inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le lifting capillaire. Et pour le bas du visage, pareil, elle tirait autant que possible sur sa peau, avec des scotch et des sparadraps dissimulés dans le cou et sous les perruques. Plus tard, elle redoublera d'efforts face au vieillissement, en faisant fabriquer par Chanel une chaîne en or très fine, qu'elle faisait passer comme ça, dans le pli du cou, très serrée pour qu'elle disparaisse, et pouvoir faire passer derrière toute sa peau pour la tirer et la maintenir dans la chaîne. Sur scène, dans les années 70, pendant ses tours de chant, elle portait un masque en tulle d'elle-même pour diffuser ses traits. C'est le principe de la trame bien connue des chefs opérateurs, appliquée directement sur le visage. Même idée avec les voilettes en tulle qu'elle portait dès que possible devant le visage dans ses films. Et là, je ne parle que du visage. Je n'aborderai même pas les bodys, les corsets, les lacets, les bandages, les chaussures toujours de pointure en dessous, les tenues si serrées qu'elle ne pouvait pas se baisser ou marcher, les fonds de robe qui lui coupaient le souffle, et toute autre forme de torture qu'elle faisait subir à son corps pour pouvoir paraître toujours plus mince, jeune et belle. Évidemment, elle contrôlait totalement le choix et la fabrication des costumes de ses films. Pour Le Grand Alibi, elle voulait être habillée par Christian Dior. Hitchcock a d'abord refusé ce caprice, mais elle lui aurait répondu « No Dior, no Dietrich ». Et elle est donc magnifiquement habillée par Dior dans le film. La seule fois où elle a accepté de s'en les dire, c'est pour son ami Billy Wilder dans le film Témoin à charge, où elle joue une prostituée des bas-fonds, édentée, etc. Et sa transformation est tellement géniale, ce personnage est tellement brillant qu'on a voulu lui donner l'Oscar pour le rôle, mais un doute subsistait sur le fait que ce n'était peut-être pas elle qui avait joué ce personnage. Non seulement on ne la reconnaissait pas, mais en plus on ne la pensait pas capable d'une telle performance. Donc dans le doute, on lui a pas donné. What? 10 bleeding pants for letters like these? You can take that piece of glass out of your eye, ignite sense. Marlène disait d'ailleurs qu'on ne lui a jamais donné d'Oscar parce qu'on ne la choisissait jamais pour souffrir dans les films. C'est toujours elle qui faisait souffrir les autres. Fin 70, passablement alcoolique, elle a besoin d'argent. Elle accepte donc une dernière apparition dans un film avec David Bowie
pour un cachet astronomique et elle rappelle tous ses anciens maquilleurs, coiffeurs, éclairagistes. Elle fait sortir de leur retraite tous les vieux de la vieille pour recréer une dernière fois l'illusion. Et franchement, pour moi, ça marche. À 80 ans, elle paraît toujours 20 ans de moins que son âge. C'est un film qui se tournait à Berlin, mais Marlène a refusé d'y aller. Donc le plan sur Bowie a été tourné là-bas, et pour le contre-champ sur Marlène, tout le décor a été reconstruit en studio à Paris pour tourner avec elle plusieurs mois plus tard. Dancing, music, champagne. The best way to forget until you find something you want to remember. Dans les années 80, elle se rend compte qu'elle n'arrive plus à maintenir la magie de cette image parfaite. Que l'âge commence trop à se sentir en dépit des astuces de maquillage, etc. Elle décide donc de disparaître. Elle se retire dans son appartement de la Butte-Montagne et plus personne ne la verra jamais, refusant toutes les invitations et ne répondant plus qu'au téléphone. Elle fait le sacrifice de sa liberté de mouvement pour la pérennité de son image, pour protéger sa légende et rester une étoile éternelle. Aujourd'hui, quand on tape sur internet Marlène Dietrich, on ne tombe que sur des images d'elle au sommet de sa gloire, jeune et belle, etc. A l'inverse, quand on tape Elizabeth Taylor, qui a voulu rester sur le devant de la scène jusqu'à la fin, s'auto-parodiant dans des émissions de télé, etc., bon, on tombe tout de suite sur des photos d'elle vieille, malade, sur son lit d'hôpital. Marlène, il n'y a aucune photo d'elle vieille après ce film avec David Bowie, sauf exception, comme par exemple à l'enterrement d'Edith Piaf. Car elle a quand même été son amante, puis sa grande amie, le témoin de son dernier mariage, et un peu son Pygmalion aussi à ses débuts. Quand Edith Piaf débutait, elle payait pas de mine. Marlène lui a appris à se maquiller comme elle l'a relookée, elle lui a commandé la fameuse petite robe noire chez Dior, etc. Si bien qu'à une époque, Edith Piaf ressemblait à Marlène Dietrich. Marlène. Une autre photo d'elle vieille rendue publique existe aussi, prise par son petit-fils à l'appareil photo jetable où elle est dans son lit. C'est une photo qu'elle a dû vendre à un magazine allemand à un moment où elle avait vraiment besoin d'argent. C'est une image vraiment tragique. D'autres journalistes ont souvent essayé de la photographier, par exemple en passant par le balcon de son appartement parisien, mais sans succès. Coïncidence, elle meurt le 6 mai 1992, le jour précédent l'ouverture du Festival de Cannes, dont elle est l'affiche officielle cette année-là. Les stars ne meurent pas, juste, elles fondent au noir. Mais ce qui caractérise aussi Marlène Dietrich et qui me la rend fascinante, c'est évidemment sa maîtrise de la lumière. Agacée par l'incompétence des opérateurs dès son premier film avec un autre réalisateur que Steinberg, elle décide que dorénavant, elle se fera sa lumière sur elle-même. Elle disait au chef opérateur, vous éclairez tout le reste du film, moi je m'éclaire moi. Et les chefs op disaient alors chef électro, vous faites exactement ce que Miss Dietrich dit, sinon vous êtes viré. Donc elle arrivait le matin, elle se mettait sa marque au sol, et elle dirigeait les électrodes sur les ponts lumière, en se regardant dans un immense miroir sur roulette, qui ne la quittait jamais et qu'elle collait au plus près de la caméra. Si bien qu'il y a des plans dans les films de Marlène Dietrich où, au lieu de regarder son partenaire, son regard se pose juste un peu à côté, parce qu'en fait, elle se regardait elle-même dans le miroir pendant les prises. Elle s'arrangeait toujours aussi pour avoir le regard tourné vers la lumière. Elle disait « si ça brûle les yeux, c'est que le projecteur est au bon endroit », si bien qu'elle a fini quasi aveugle. Et dans ses cheveux, elle mettait de la poudre d'or pour augmenter encore la brillance des contre-jours. Et la lumière qui la mettait le plus en valeur, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la lumière papillon, parce qu'elle crée une ombre en forme de papillon sous le nez, conçue par Sternberg pour elle, et qu'elle a ensuite reprise à son compte jusqu'à la fin de sa vie. Vous ne trouverez pas une photo de Marlène Dietrich éclairée autrement. En fait, à l'époque, chaque comédienne avait sa lumière, qui la mettait le plus en valeur, comme on a par exemple son bon profil. Et pour la trouver, on faisait des essais lumière, comme par exemple avec une ampoule au bout d'une perche, et on cherchait la meilleure position de key light pour le visage à éclairer. Aujourd'hui, il est difficile pour nous d'imaginer à quel point les plans de feu d'antan étaient sophistiqués. On parle d'une époque où les quantités de lumière étaient énormes. Les comédiens avaient des positions très précises, ils étaient maintenus derrière la tête pour ne pas bouger des raies de lumière sur leurs yeux, leur bouche, etc. On faisait de la chirurgie esthétique de lumière. Un projecteur pour le haut du visage, un pour le bas, un pour affiner les joues, un tube pour le front, un pour le menton, avec un projecteur spécifique aussi pour les yeux, appelé highlight, avec parfois une gélatine de couleur, pour intensifier la couleur des yeux ou la changer, comme par exemple Elizabeth Taylor, qu'on adorait éclairer en lui faisant les yeux violets. Il pouvait y avoir 8 projecteurs sur un acteur, c'est ce que John Alton appelait l'éclairage 8 points. C'est quasiment de la prestidigitation. D'ailleurs, le mot image est l'anagramme du mot magie. On fait souvent la même chose, et dans le cas de Marlène, c'est vraiment ça. Par exemple, elle se surdessinait sa lèvre supérieure au rouge à lèvres pour qu'elle paraisse plus grosse.
Mais comme il y avait aussi cette fameuse ombre de nez en forme de papillon qui lui tombait sur la lèvre, il y avait un problème de place. Fallait pas que sa bouche se retrouve dans l'ombre. Elle a donc développé une technique pour parler en ouvrant uniquement la lèvre inférieure. Hit me again if that makes you feel any better. I've been hit before and harder. I had a dog once. He hated me. Ce qui a la vertu d'agrandir l'espace entre la bouche et le nez, laissant ses lèvres dans la lumière, I was there in the room when Jonathan killed my husband. mais aussi de ne pas créer de rides autour de la bouche quand elle parle. I don't know what you're talking about. I did nothing of the sort. Lies. All lies. Cette technique de diction a été copiée à l'identique par Marilyn Monroe quelques années plus tard. It's mine and I'm going to keep it. Marlène Dietrich était une technicienne. C'était pas du tout une actrice spontanée, elle avait un jeu très erratique. Tout était maîtrisé, tout était technique. Alors Marlène, c'est pas que de l'image. Elle a aussi eu un grand rôle dans la Seconde Guerre mondiale. C'est une figure féministe, elle crée le scandale quand elle descend de l'avion à Paris en smoking d'homme. C'est une bisexuelle assumée, on l'a vu avec Piaf, une businesswoman, etc. Mais déjà, rien que sur l'image, elle a eu une empreinte énorme. Isabelle Huppert ne serait pas telle qu'on la connaît sans Marlène Dietrich. Elle maîtrise parfaitement la lumière, elle s'éclaire elle aussi avec un miroir, elle a ses tricks de maquillage, ses scotch, etc. À cela s'ajoute la chirurgie et les VFX, mais elle aussi arrive à créer l'illusion que ça fait 20 ans qu'elle a 50 ans. Sans parler de l'énorme impact qu'a eu Marlène sur la mode et les nombreux hommages dont elle fait l'objet. I'm a bad influence.